Dans cette cathédrale Notre-Dame de Reims, 33 souverains français furent couronnés, parmi eux un certain Charles VII, accompagné jusqu'ici par Jeanne d'Arc. C'est de là que Reims tient ses surnoms de Cité des Sacres ou Cité des Rois. Un lieu chargé d'histoire de renommée internationale, comme en témoigne la venue du pape Jean-Paul II en 1996 pour célébrer le 15e centenaire du baptême de Clovis. Aux alentours des vignes à perte de vue, destinées à produire un célèbre breuvage, synonyme de luxe et de fête, le champagne bien sûr. Beaucoup de régions se contenteraient d'un patrimoine aussi riche, mais pas ici. Depuis maintenant 3 ans, chaque fin septembre, se tient le week-end de l'excellence automobile. Passionnés et profanes se retrouvent sur le circuit de Reims-Gueux pour admirer des bolides dotés de 2, 3 ou 4 roues, côtoyer des célébrités, le tout sur une piste communément appelée à l'époque le temple de la vitesse. Entre 1950, date de création du championnat du monde de Formule 1, et 1966, il s'y est disputé 11 éditions du Grand Prix de France. À 9 reprises, il s'y est également couru les 12 heures de Reims, une épreuve d'endurance qui se déroulait 2 semaines après les 24 heures du Mans, faisant office de revanche ou de confirmation. La dernière course automobile a été organisée en 1969 et 3 ans plus tard, après une ultime manche du championnat de France moto, le circuit a définitivement fermé ses portes. Sans les efforts de l'association Les Amis du circuit de Gueux, les infrastructures auraient certainement été rasées, mais l'engagement n'a pas été vain. Le site est aujourd'hui classé monument historique, plus question de le détruire, mais au contraire de le rénover. La belle endormie est en train de se réveiller. Retour à Reims pour les traditionnelles vérifications dans le domaine pommerie, occasionnant un défilé de véhicules tous plus beaux les uns que les autres, avec cette année un constat, la déferlante Jaguar. Même si beaucoup de marques ont brillé en Champagne, à l'image de Bugatti par exemple, dans les années 50, la firme de Coventry avait fait de Reims l'un de ses terrains de jeu favoris. Elle ne pouvait donc pas manquer pareil rendez-vous. Vendredi soir, sous la présence bienveillante de ce coupé Renault 1911 qui servit de voiture de commandement au général Joffre lors de la Première Guerre mondiale, se tient le cocktail d'ouverture. L'occasion de voir ou revoir des visages familiers appartenant au monde du sport auto et du sport moto. Pas de doute, la fête promet d'être belle. Dès le samedi matin, on entre dans le vif du sujet. Jean-Pierre Jabouille a quitté le smoking pour enfiler son habit de lumière. Il est au volant d'une Inaltera pour effectuer quelques tours d'une piste qui éveille en lui des souvenirs indélébiles. J'ai gagné en F3, ma première course, et maintenant je conduis une Inaltera. 30 ans après, 40 ans je sais pas. Fer de lance de l'équipe Renault Sport qui engageait ses propres prototypes dans la seconde moitié des années 70, Jean-Pierre Jabouille ne pilotait pas dans cette voiture aux 24 heures du Mans, mais plutôt contre elle. En revanche, c'est ici que tout a commencé pour lui. C'était très précisément le 24 juin 1967. Ça fait donc plus de 42 ans. C'est là où j'ai gagné ma première course internationale, ma première année de Formule 3 et à ce moment-là il y avait toute l'élite internationale et de gagner première saison à Reims. À l'époque Reims c'était un grand circuit, donc voilà, ça a favorisé ma carrière, ça c'est sûr. Redoutable metteur au point, Jean-Pierre Jabouille a ensuite été le premier pilote à imposer une voiture à moteur turbo en F1, voiture dont il avait largement participé au développement. La technologie évolue, effectivement. En plus, c'est facile puisque avant-hier soir, j'étais dans la Morgane pour faire des essais. Et donc voilà, mais bon, chaque chose à son époque. Là, c'est pas le plaisir de conduire, c'est le plaisir de montrer aux gens ces voitures, c'est le plaisir d'être présent, de leur montrer qu'on commence à faire partie du patrimoine français de l'automobile, et c'est tout cet ensemble, et c'est ce qui me plaît dans cette initiative de faire de Reims quelque chose qui, s'il s'en occupe bien, dans 10-15 ans, ça sera un super truc. Vous l'avez entendu, à près de 67 ans, la flamme de la passion qui anime Jean-Pierre Jabouille est toujours aussi intense. Le cas est loin d'être unique. Jean-Pierre Josso, né de 5 ans de Jabouille, a également pris les commandes de l'Inaltera, une voiture qu'il avait pilotée en 1976 dans la classique Mancel, où il s'est d'ailleurs imposé à 2 reprises. Contrairement à Jabouille, Josso n'a jamais gagné à Reims. Ça ne l'empêche pas d'avoir de très bons souvenirs sur la piste
Écoutez son tour commenté et vous comprendrez à quel point les standards en matière de sécurité ont évolué. Alors, d'ordinaire, quand je courais, il y avait plein de monde dans les tribunes. Et là, j'accélère un petit peu. Et puis, je vais prendre la chicane. À partir de là, je vais tirer un petit peu plus le régime. Voilà, on entend bien. Et là, je vais arriver dans une portion du circuit qui, là, je suis obligé de calmer le jeu parce qu'il y a des nouveaux ronds-points qui n'existaient pas à l'époque. Et là, c'était des courbes, en fait, qui étaient à fond absolu. En fait, c'était 2 lignes droites sur ce circuit, 2 lignes droites. Et puis, il y avait un virage à Muison, dans lequel on ne va pas tarder à arriver. Et la petite accélération jusqu'à le fameux virage de Muison. Voilà, alors si je connaissais un peu mieux la piste, je pourrais le prendre un petit peu plus vite parce qu'il est très très bon. Bon virage, et voilà, en 2 temps. Et là, on peut accélérer. Ah, zut, il y a une chicane. Bon, on va la prendre sur la seconde. Réaccélération en tendresse. Et là, j'y vais. Et là, on se retrouve sur l'ancien circuit, effectivement. Et là, avec la bonne montée, passage entre les arbres là-bas au sommet. Et c'est une portion où je pourrais passer à fond de 4e si je connaissais mieux le circuit. Mais là, je le découvre. Là, accélération maximum. 2e, 3e, 4e. Et la 5e va pas tarder à venir. Voilà. Et là, je vais monter à 8700 tours. Ce qui représente là 240, 250. Il faut ralentir un petit peu. Parce qu'au bout, il y a une chicane. Là encore. Question sécurité, et la chicane qui précède le virage du Tillois. Seconde là encore, bonne réaccélération avec cette voiture qui marche vraiment très très bien. Pour une vieille, c'est pas mal. Et nous voilà dans le virage du Tillois. Ce virage-là était capital lorsqu'on arrivait dans le dernier tour du circuit, parce qu'avec ce virage-là, c'était déterminant pour celui qui devait arriver premier. À nouveau, la fameuse chicane d'où on est parti tout à l'heure, et on va se précipiter vers la ligne d'arrivée. Normalement, il n'y avait aucune chicane, bien sûr, c'était vitesse maximum. J'ai gagné la course. En disant, si j'avais pu courir dans le temps comme ça tout seul, ça aurait été bien. Au temps de la splendeur du circuit de Gueux, les motos étaient les bienvenues. Pas de raison pour qu'il en soit autrement aujourd'hui. Aussi, comme son nom ne l'indique pas, le week-end de l'excellence automobile ouvre en grand ses portes aux motards. Qu'ils soient de route ou de compétition, les 2 roues sont les bienvenus. À leur guidon des anonymes, mais également des célébrités. Témoin, la présence de Jean-François Baldé, vice-champion du monde de 150 cm3 en 1981. Les années ont passé, nécessitant quelques aménagements. Je me suis aperçu hier que je voyais des zones de freinage dans les chicanes. Alors... Baldé, comme Jabouille ou Josso, prend du plaisir à revenir sur cette piste et le mélange automoto est loin de lui déplaire. C'est important parce que bon, je suis pas le genre commémoration, on raconte les vieilles histoires, etc. Bon, de temps en temps, il y a des petites anecdotes qui font plaisir. Mais ça fait plaisir de vous savez qu'on avait une vie tellement active de voyage, etc. Donc maintenant on est un peu à la retraite, on est à la maison, je restaure des motos, je travaille. Et donc de revenir, de se revoir, de refaire des petits tours en moto, ça rafraîchit un peu l'intérieur là. Ça fait plaisir, donc c'est sympa. Et en plus, la particularité d'ici, c'est quand même de mélanger les voitures et les motos. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a les publics qui se sont mélangés. C'est ce que j'aurais toujours pensé qui n'a jamais été fait, parce que pour des raisons commerciales, ça ne peut pas se faire. Imaginez-vous sur un super circuit où on peut accueillir beaucoup de spectateurs, un Grand Prix de Formule 1 et le Grand Prix Moto 500 de l'époque, ou alors maintenant les motos, le mélange des pilotes, parce que les uns sont admiratifs des autres, de toute façon, les pilotes moto admirent et vice-versa. Et donc, je suis sûr que les uns iraient voir les autres sur le bord de la piste. Et imaginez-vous le mélange des deux spectateurs, quoi. Ça serait quelque chose de magnifique, mais ça se fait pas. Donc ça se fait qu'ici, et la communion est très bien.
Jean-François Baldé a couru sur cette piste. Pour les motos aussi, le surnom de temple de la vitesse n'était pas usurpé. Je pense que c'était le circuit où il y avait les plus longues lignes droites, parce que là ils se plaignent des lignes droites, mais ils les ont coupées pour la sécurité, parce que c'est une démonstration avec des chicanes. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une chicane devant là. Et donc la grande ligne droite de derrière, c'était le seul moment, vous savez, on est quand même concentré sur nos motos. Et lorsque les motos allaient sensiblement pareil, donc chacun se doublait avec l'aspiration, et on venait à côté, on se parlait pas bien entendu, mais on se faisait des signes de trucs, c'est en disant, vous voyez, des signes comme ça, très visière, parce qu'on avait le temps de le faire. Il y avait des lignes droites. Même je pense au monde, j'ai jamais eu des lignes droites aussi constantes que le circuit de Reims. Autre temps, autre mœurs, on retrouve le même Jean-François Baldé au milieu des années 70, pendant les grandes heures du Continental Circus, comme on disait à l'époque. Casque d'un autre temps, notion aérodynamique empirique, caractère bien trempé, les idoles s'appelaient Michel Rougerie, Patrick Ponce, Johnny Cecotto et bien sûr Giacomo Agostini, le roi Ago, le pilote de tous les records. 122 victoires en Grand Prix, 15 titres de champion du monde, avec un fait d'armes incroyable en 1968, année durant laquelle il a remporté tous les Grands Prix 350 et 500 cm3. Son grand rival était le Britannique Phil Reed. Les deux pilotes ont cohabité chez MV Agusta, la célèbre firme italienne, faisait de la résistance avec ses moteurs 4 temps face au constructeur japonais qui avait opté pour les 2 temps. Reed est resté fidèle à MV Agusta jusqu'en 1974, histoire de leur offrir un ultime titre, le dernier d'une 4 temps jusqu'à 2002. Les deux hommes se sont également illustrés en gagnant le célèbre Tourist Trophy de l'île de Man, un circuit long de 60 km sur des voies de circulation fermées, pour l'occasion où les villages se traversaient poignée en coin à plus de 250 km/h en rasant murs, trottoirs ou encore cabines téléphoniques. Reed et Agostini, les deux légendes de la moto, étaient à Reims pour la 3e édition du Week-end de l'excellence automobile. Signature d'autographes, mais aussi de l'action avec les combinaisons de l'époque. Les hommes portent plutôt bien le poids des années. 67 printemps pour Agostini, 70 pour Reed. C'est pas les courses comme on faisait avant, mais c'est toujours très bien, c'est toujours amusant. Et c'est mon avis à Auguste, c'est toujours une émotion. C'est merveilleux pour moi de me retrouver par moments devant lui parce que bien souvent j'ai dû le suivre. Une émotion partagée par tous, voir ou revoir ces deux mythes, entendre ou réentendre des MV Agusta, tout le monde a eu l'impression de vivre un moment privilégié, voire unique. Mais au fait, que pense-t-il de Valentino Rossi, le petit jeune qui chasse tous leurs records? Je pense que Valentino, aujourd'hui, c'est le meilleur, c'est un bon pilote, c'est très intelligent, il gagne toujours, il gagne partout, c'est son moment, c'est comme avant nous, maintenant c'est Valentino, c'est bien. Ouais, il est fantastique, c'est vraiment le meilleur. Il est très impliqué comme Giacomo et moi l'étions à l'époque. Nous pilotions à la limite à notre époque, mais ils ont repoussé cette limite grâce à la technologie et ça en devient vraiment incroyable. Et il a envie de gagner mon record, c'est pas facile, mais il peut arriver, dépend de combien d'années il court encore. Dépend de beaucoup de choses. Oui, il a envie d'arriver. J'espère pas, peut-être il arrive. Le monde de la moto était à la fête. Outre Jean-François Baldé, Giacomo Agostini et Phil Reed, il y avait d'autres figures comme Eric Saul et plein d'anonymes, tout heureux de pouvoir partager leur passion et piloter leur machine, ancienne, entre deux âges ou moderne, sur des lieux chargés d'histoire. Comme le suggérait Jean-François Baldé, la cohabitation auto-moto a du bon. À l'avenir, elle sera reconduite et même renforcée. Ce sera moitié auto, moitié moto.
enchaîne avec les voitures justement, qui étaient au nombre de 180, réparties en 5 séries, classées en fonction de leur âge. Et voici la doyenne, une Clément Panhard Tourer de 1901, avec elle on peut parler du début de la mondialisation, puisque carrosserie, moteur et boîte de vitesse étaient fabriquées par 3 unités différentes, un bon repère pour mesurer les progrès effectués par l'industrie automobile. Ça c'est goutte à goutte, on fait une réserve donc d'huile, et vous avez le goutte à goutte qui tombe là et qui va graisser le moteur, et c'est par huile perdue, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pollue avec cette voiture-là la chaussée, et dans les rallyes, on peut nous retrouver comme les petits poussets. Pas très écologique tout ça, et pas facile à conduire non plus d'ailleurs. Quand vous le démarrez, vous mettez le retard, et ça, c'est le starter. Ici, vous avez l'accélérateur, et ici, vous avez l'embrayage et la vitesse. Toujours est-il qu'aussi bien la Clément Panhard Tourer que la De Dion Bouton de 1904 de la famille nordique fonctionnent parfaitement bien. Père et fils s'y emploient, ils font tout eux-mêmes. Si la passion a été transmise par le père, le fils a tout fait pour que le virus se développe. Je suis déjà assez responsable de l'achat en fait, parce que c'est moi qui les ai trouvés, c'est un peu moi qui ai poussé mon père à aller jusqu'à l'achat. Pour trouver des voitures comme ça, parce que c'est vrai que là, ça doit être quand même un réseau particulier. Non, en réalité, vous l'avez ici, vous avez Bonhams, et Bonhams en Angleterre, en fait, compte, met régulièrement des voitures en vente qui sont quand même relativement anciennes, enfin qui sont très anciennes. Il faut savoir que les Anglais ont quand même récupéré depuis des années des ancêtres, et il faut aller les rechercher là-bas. Donc les voitures françaises, malheureusement, il faut souvent aller les rechercher en Angleterre. La célèbre maison de vente aux enchères fondée en 1793 avait fait le déplacement à Reims avec pas moins de 60 véhicules, sans compter d'autres pièces ayant un rapport avec l'automobile. 60 voitures parmi lesquelles un joyau, le lot 128, une Bugatti 5 litres ayant appartenu à Ettore Bugatti en personne, un modèle datant de 1910, c'est-à-dire après qu'il ait mis fin à sa collaboration avec Deutz pour s'installer à Molsheim et fonder sa propre société. Il s'agit du premier des 5 exemplaires construits, le châssis numéro 471, avec lequel il s'est classé 4e et premier de sa catégorie au Mont Ventoux en 1912. De quoi attirer bien des convoitises. Programme chargé sur le circuit de Gueux en ce dernier week-end de septembre. Après les motos et les autos, les avions maintenant, avec Renault Ekal, le tout nouveau champion du monde de voltige aérienne, sacré quelques semaines plus tôt à Silverstone. Des figures à couper le souffle dans un espace ayant connu le début de l'aviation. Le 30 octobre 1908, c'est en effet au-dessus de Reims que s'est déroulé le premier voyage aérien de l'histoire mondiale, un voyage long de 27 km. L'hommage est poursuivi par une démonstration de la patrouille Cartouche Dorée, un balai à 3 appareils, évoluant en formation on ne peut plus rapprocher. Si le circuit de Reims retrouve aujourd'hui une partie de son lustre d'antan, on le doit à beaucoup d'intervenants et en amont à 2 hommes qui ont su casser un ordre établi voulant que 2 maisons de champagne ne pouvaient pas s'associer autour d'un même événement. Paul Bamberger de Pommery et Pierre-Emmanuel Tétinger nous expliquent les raisons de leur rapprochement. L'amitié tout simplement, et l'amitié n'a aucune rareté à réunir 2 personnes qui s'apprécient et qui ont la même vision des choses. Est-ce que vous avez la même vision, vous partagez ce point de vue ? Parfaitement, et en plus je trouve que c'est une idée très champagne, parce que le champagne c'est la générosité, la solidarité, la convivialité, et quand 2 maisons s'entendent bien, ça donne un relief particulier qui fait, je crois, plaisir à tous les amateurs de champagne. Effectivement, ce 3e week-end de l'excellence automobile a été un succès sans précédent avec des allées bondées et des parkings remplis à ras-bord. La préfecture a recensé 40 000 visiteurs.
Après les motos, place aux voitures maintenant. Toutes les époques étaient représentées, toutes les versions également, allant des Formule 1 au sport prototype, en passant bien sûr par des modèles de série, ou plutôt petites séries. Le public a apprécié le mélange des genres, d'autant plus qu'il pouvait côtoyer de près les heureux propriétaires et les écouter raconter les origines de leur passion et le pédigré de leur fabuleuse machine. Originaire de Molsheim, Philippe Milot est tombé dans la bassine quand il était petit. S'il a toujours été en adoration devant les Bugatti, à 15 ans il a vu un ferrailleur en casser une à la masse et connu la période où la marque était en disgrâce. S'il n'a rien pu faire à l'époque, il se console aujourd'hui avec plusieurs modèles dans son garage. Écoutez, des années 60, il y en avait une douzaine à Molsheim, le ville historique des Bugatti. Et une Bugatti, une dans l'autre, ça coûtait en 60 300 francs. Et personne n'en voulait parce que ça consommait pas mal. Et puis les gens, ceux-là qui avaient des Bugatti voulaient les vendre parce que ça consommait. Et puis aussi, quand ils ont acheté une voiture moderne, ben, ils étaient tranquilles. Parce que nous, on ne fait pas beaucoup de sorties, vous voyez. Mais quand tu rentres, il y a toujours des travaux à faire. Alors, à l'époque, ils en avaient marre des Bugatti, ben ma foi, ils les ont vendus pour une bougie de pain à 300 francs. Et ça, c'était en 60. Il y avait également des étrangers. Nigel Webb, propriétaire d'une Jaguar Type C, est un habitué des meetings européens. Le Britannique se montre plutôt élogieux envers la manifestation. Je pense qu'il serait déloyal de comparer cet événement avec Spa ou Goodwood ou d'autres manifestations parce que nous roulons plutôt à faible allure, c'est une démonstration. Mais si les organisateurs obtiennent de la fédération les autorisations pour la tenue de course, ça deviendra, à n'en pas douter, un deuxième Goodwood. Contrairement aux apparences, le pilote de cette Jaguar Type D aux couleurs de l'écurie Écosse est hollandais. Peu importe, rouler sur cette piste avec une voiture ayant signé un doublé aux 12 heures de 1956 est un événement que Gary Tax ne pouvait pas rater. C'est un événement chargé en émotions pour une voiture comme la mienne. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a de grandes lignes droites où l'on peut aller à fond. Ici, je peux atteindre près de 200 km/h, ce que je ne peux pas faire ailleurs, donc c'est vraiment super. Difficile de citer toutes les belles mécaniques présentes, mais comment ne pas évoquer la Jaguar XJR9 LM, victorieuse de l'édition 1988 des 24 heures du Mans. Sans parler de la Techno F2, voiture avec laquelle François Sever s'est ouvert les portes de la F1 en battant ici même un certain Jackie Stewart, et surtout toutes les autres. Allez, on se retrouve l'année prochaine pour poursuivre l'inventaire.